Urgence au Burkina Faso, c'est fini, complètement fini pour les Burkinabés et surtout pour Ibrahim Traoré. Avant de continuer, prends une seconde pour t'abonner en cliquant sur le bouton rouge à droite. C'est totalement gratuit et tu resteras informé des actualités politiques bien expliquées. Le président Ibrahim Traoré vient d'être arrêté et ce n'est pas n'importe qui, c'est Donald Trump qui aurait ordonné son arrestation. Il affirme que le capitaine aurait été impoli à son égard. Donnez votre avis en commentaire. Donald Trump peut-il prendre ce genre de décision? Est-ce que Poutine le laissera faire? Abonne-toi et partage la vidéo. La France tout entière est désormais en danger. Ce matin, une déclaration explosive vient d'éclater entre Washington et Paris et ça glace le pays. Au-delà des tensions au Moyen-Orient, le président américain Donald Trump attaque désormais Paris et lance un ultimatum de 24 heures à Emmanuel. Ce qu'il a dit annonce déjà le début d'un événement inattendu et tremble déjà Paris. Attends, je t'explique. Lors du Conseil international, le président américain Donald Trump a lancé un ultimatum direct au président français Emmanuel Macron. Très fâché, il déclare: les armes que la France a envoyées à Ukraine pour soutenir la guerre contre la Russie est injuste. Selon lui, Macron a franchi une ligne rouge en continuant de soutenir militairement Kiev. Et la phrase qui fait trembler la planète est enfin tombée. La France a 24 heures pour reprendre chaque missile, chaque drone, chaque arme envoyée là-bas. Sinon, elle devrait considérer qu'elle vient de mettre l'Amérique entière à dos. Pour l'instant, la réponse de Paris à cette déclaration reste inconnue. Alors selon vous, la France ne devrait pas vraiment soutenir l'Ukraine? Les Français, dites à votre président de ne plus jamais croire que la vérité peut rester cachée dans ce pays. Parce qu'aujourd'hui, moi, je vais la jeter en plein visage du monde. Plus jamais. Moi, Donald Trump, président des États-Unis. Alerte à toute la France. Une situation de crise inquiète de plus en plus les citoyens. Depuis plusieurs semaines, la tension monte dans tout le pays. Entre inflation, difficultés économiques et mécontentement social, beaucoup de Français disent ne plus arriver à suivre. À Paris comme dans plusieurs grandes villes, des manifestations se multiplient. Des syndicats et des citoyens demandent des réponses rapides du gouvernement. Le président Emmanuel Macron appelle au calme et promet des solutions pour protéger le pouvoir d'achat. Mais la question que tout le monde se pose est simple. La France est-elle en train de traverser une nouvelle grande crise sociale? Entre débats politiques, inquiétudes économiques et colère dans la rue, le pays retient son souffle. Une chose est sûre, les prochaines décisions du gouvernement seront déterminantes pour l'avenir de la France. Et toi, penses-tu que la situation va s'améliorer ou empirer? On vient de frapper Israël avec un missile super puissant, on l'appelle le missile 2.0, capable de frapper des cibles en profondeur sur plusieurs kilomètres. Et du coup, voici les images de Tel Aviv. On voit du coup que Tel Aviv est en feu et que les médias ne vous montrent pas ce genre d'images car ils ont honte de eux-mêmes. Et bien évidemment, Donald Trump a réagi à ça. Le président des États-Unis a dit que l'Iran était une nation puissante, qu'il les a même impressionnés. En tout cas, c'est ce qui est en train de se passer. Les États-Unis ont-ils peur de perdre la guerre? Est-ce que c'est l'Iran qui est en train de gagner cette guerre? Car Mojtaba Khamenei, le guide suprême iranien, se dit déterminé à effacer Benyamin Netanyahou de la carte. Et il se dit également déterminé à remporter cette guerre. D'ailleurs, Donald Trump veut de l'aide pour réouvrir le détroit d'Ormuz. Mais personne veut aider Donald Trump. Trump a demandé de l'aide à la France, mais la France a pour l'instant refusé de rejoindre le détroit d'Ormuz. En tout cas, c'est une affaire à suivre, mais l'Iran a pris beaucoup de confiance dans cette guerre et l'Iran est en train d'essayer de remporter cette guerre. En tout cas, ils ont un sacré point de prix là pour l'instant, les Iraniens. La Corée du Nord a ouvertement déclaré son soutien à l'Iran et au cours des dernières 24 heures, sa marine a lancé plusieurs missiles de croisière depuis son destroyer naval de 5000 tonnes, tout en plaçant son armée en état d'alerte maximale, comme si elle se préparait à un conflit avec les États-Unis et Israël. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a également félicité le nouveau guide suprême de l'Iran, Mojtaba Khamenei, pour sa nomination et a condamné les attaques américaines et israéliennes contre l'Iran comme une violation du droit international. Pendant ce temps, l'Iran refuse de se rendre, affirmant que l'attaque contre l'ayatollah Khamenei est un crime impardonnable et qu'il n'a pas l'intention de mettre fin à la guerre pour l'instant. L'Iran a également attaqué 3 navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz au cours des dernières 24 heures, ciblant l'un avec un missile lancé par un avion militaire et les autres avec des drones, tout en intensifiant simultanément ses frappes de missiles contre plusieurs villes israéliennes. De plus, des attaques de drones et de missiles ont été signalées à l'aéroport de Dubaï ainsi qu'à Bahreïn, au Koweït, au Qatar et en Irak, signalant une escalade massive dans la région. Tout commence par une accusation lourde, directe, presque brutale. La Russie ne parle plus à demi-mot, elle affirme, elle pointe du doigt, elle expose. Selon ses services de renseignement, la France mènerait des opérations d'ingérence en Afrique, pas simplement de la diplomatie, pas simplement de l'influence, mais des actions coordonnées pour manipuler, orienter, déstabiliser,
des mots qui changent tout, car dans le langage des relations internationales, accuser un État de déstabilisation, c'est franchir une ligne invisible, une ligne qui transforme une rivalité en confrontation. Et cette fois, la cible est claire, au centre de ces accusations, un visage, une stratégie, une vision, Emmanuel Macron, un président qui, depuis plusieurs années, tente de redéfinir la place de la France sur la scène internationale, un président qui affirme vouloir tourner la page d'un passé controversé en Afrique, mais dont les actions sont aujourd'hui interprétées, critiquées, contestées. Car pour Moscou, il ne s'agit pas d'un repositionnement, il s'agit d'une stratégie, d'un plan, d'une volonté de conserver, coûte que coûte, une influence en train de s'effriter, alors les accusations tombent, financement indirect d'acteurs politiques, pression diplomatique, présence militaire utilisée comme levier d'influence, autant d'éléments avancés dans un discours construit, calibré, diffusé avec précision. Mais dans ce jeu, rien n'est jamais simple, car ces accusations ne surgissent pas dans le vide, elles apparaissent dans un contexte mondial déjà sous tension, un monde où les grandes puissances ne s'affrontent plus seulement avec des armes, mais avec des récits, avec des perceptions, avec des stratégies invisibles, et dans ce monde-là, contrôler l'image est aussi important que contrôler le terrain. Alors une question se pose immédiatement, pourquoi maintenant, pourquoi ces accusations, à ce moment précis? La réponse se trouve peut-être dans un basculement silencieux, une recomposition des équilibres, car pendant que la France voit certaines de ses positions fragilisées, la Russie avance ses pions, renforce ses alliances, impose son récit, et dans cette confrontation qui ne dit pas son nom, une réalité s'impose déjà. Ce qui se joue ici n'est pas seulement politique, c'est une lutte pour le contrôle des esprits, pour l'influence des peuples, pour la domination des narratifs, et dans cette guerre silencieuse, la vérité devient une arme, peut-être la plus puissante de toutes. Ce conflit ne ressemble à aucun autre, il ne fait pas de bruit, il ne montre pas de front, il ne laisse pas derrière lui des villes détruites ou des colonnes de chars, et pourtant il est bien réel, profond, structuré, presque invisible, une guerre qui ne dit pas son nom, une guerre sans déclaration officielle, sans ligne de front, sans cessez-le-feu, une guerre d'influence, de perception, de domination stratégique, qui oppose aujourd'hui Paris à Moscou, deux centres de pouvoir, deux visions du monde, deux manières d'exercer l'influence, et au cœur de cette confrontation silencieuse, un territoire devient central, un espace convoité, disputé, observé avec une attention particulière, l'Afrique, non pas comme un simple continent, mais comme un échiquier géopolitique où chaque mouvement compte, où chaque alliance redessine les équilibres, où chaque discours peut transformer la perception de millions de personnes. Ici, les armes ne sont pas visibles. Mais elles existent, elles prennent la forme de discours politiques, de campagnes médiatiques, de stratégies numériques, de partenariats économiques, de coopération militaire, des instruments multiples utilisés pour influencer sans attaquer directement, pour convaincre sans imposer ouvertement, pour s'implanter sans apparaître comme une force dominante, car dans cette guerre moderne, gagner ne signifie pas forcément vaincre un ennemi, mais réussir à s'imposer comme une évidence, comme un partenaire incontournable, comme une alternative crédible, et dans cette logique, chaque action est calculée, chaque message est pensé, chaque prise de position est stratégique. Du côté de France, il s'agit de maintenir une présence historique, de préserver des liens anciens, de continuer à peser dans les décisions politiques et sécuritaires de plusieurs États africains, mais cette position est aujourd'hui fragilisée, contestée, remise en question par une partie des opinions publiques locales, qui dénoncent une influence jugée trop lourde, trop intrusive, trop héritée du passé, et face à cette fragilité, la Russie avance avec une approche différente, plus directe dans son discours, plus agressive dans sa communication, se présentant comme un partenaire respectueux de la souveraineté, comme une puissance qui n'impose pas de conditions politiques, comme une alternative à ce qui est perçu comme une domination occidentale. Mais derrière ces discours, la réalité est plus complexe. Car chaque camp poursuit ses propres intérêts, chaque camp cherche à étendre son influence, à sécuriser ses positions, à renforcer ses alliances, et dans cette confrontation, les outils utilisés dépassent largement la diplomatie traditionnelle, ils incluent des réseaux d'influence, des campagnes d'opinion, des relais médiatiques, des acteurs locaux, des stratégies numériques capables de toucher directement les populations, de façonner les perceptions, de modifier les rapports de force sans jamais tirer un seul coup de feu, et c'est précisément ce qui rend cette guerre si particulière, si difficile à percevoir, car elle ne se voit pas, elle se ressent, elle s'installe progressivement dans les esprits, elle transforme les opinions, elle redéfinit les alliances, elle crée des tensions sans confrontation directe. Et dans ce contexte, l'Afrique devient bien plus qu'un simple terrain d'influence, elle devient le cœur d'une bataille globale, un espace où se joue une partie essentielle de l'équilibre mondial, où les décisions prises aujourd'hui auront des conséquences durables sur les décennies à venir, une guerre silencieuse, mais déterminante, où chaque mot, chaque image, chaque stratégie peut faire basculer un pays, une région, voire un continent entier dans une nouvelle dynamique géopolitique. Et dans cette réalité,
une chose devient évidente, ce conflit existe. Même s'il ne porte pas de nom, même s'il ne se déclare pas, même s'il ne s'annonce pas, il est déjà en cours. Et ses effets sont déjà visibles. Pour ceux qui savent regarder au-delà des apparences. Depuis des décennies, la France occupe une place centrale dans plusieurs régions du continent africain, une présence construite sur un héritage historique profond, mêlant relations politiques, accords militaires, coopération économique et réseaux d'influence solidement ancrés. Pendant longtemps, cette position a permis à Paris de jouer un rôle déterminant dans les équilibres régionaux, intervenant dans les crises, soutenant certains régimes, sécurisant des zones stratégiques, mais aujourd'hui, cette architecture patiemment construite montre des signes évidents de fragilité, car le contexte a changé, les mentalités évoluent, les rapports de force se transforment. Et surtout, une partie croissante des opinions publiques africaines remet ouvertement en question cette influence, l'apercevant non plus comme un partenariat, mais comme une forme de dépendance héritée du passé, une remise en cause amplifiée par les réseaux sociaux, les mouvements citoyens, et une nouvelle génération de leaders politiques qui cherchent à affirmer une souveraineté plus marquée. Dans ce climat, chaque décision française est scrutée, analysée, critiquée, parfois rejetée, et les symboles de cette présence, notamment militaires, deviennent des points de tension majeurs. Des bases sont contestées, des accords sont dénoncés, des partenariats sont réévalués, donnant l'impression d'un recul progressif, presque inévitable, et au cœur de cette transformation. Un nom revient constamment, celui de Emmanuel Macron, qui incarne une tentative de redéfinition de la politique africaine de la France, avec un discours axé sur le renouvellement, la transparence et la fin des pratiques du passé, mais malgré ses intentions affichées, la perception reste contrastée, car sur le terrain, les changements sont jugés insuffisants par certains, tardifs par d'autres, voire stratégiques plutôt que sincères, ce qui alimente une méfiance persistante. Et dans ce contexte déjà fragile, l'arrivée de nouveaux acteurs internationaux vient accentuer la pression, en particulier la Russie, qui exploite ces tensions pour proposer une alternative, renforçant l'idée que l'influence française n'est plus incontestée, mais désormais concurrencée, contestée, et parfois rejetée, ce qui transforme profondément les dynamiques en place, car il ne s'agit plus seulement pour la France de maintenir sa position, mais de la défendre, de la justifier, de l'adapter, dans un environnement devenu beaucoup plus hostile et imprévisible, et dans cette lutte pour conserver son rôle, chaque erreur coûte plus cher, chaque décision est amplifiée, chaque perception devient un enjeu stratégique, car au-delà des accords et des discours, c'est une bataille pour la légitimité qui se joue, une bataille pour savoir qui peut encore prétendre être un partenaire crédible, respecté, accepté, et dans cette réalité, une question s'impose progressivement, presque brutalement. La France est-elle en train de perdre ce qu'elle a mis des décennies à construire en Afrique, ou est-elle simplement en train de vivre une transformation inévitable dans un monde où les équilibres ne cessent d'évoluer? Une chose est certaine, rien n'est plus acquis, et ce qui semblait autrefois solide est désormais remis en jeu dans une confrontation silencieuse mais déterminante. Pendant que l'influence de la France montre des signes d'essoufflement dans plusieurs régions du continent africain, une autre puissance avance méthodiquement, discrètement au départ, puis de plus en plus ouvertement, la Russie, qui ne se contente plus d'observer les transformations en cours, mais cherche désormais à en devenir un acteur central, une présence qui s'intensifie à mesure que les équilibres traditionnels se fragilisent, et qui s'inscrit dans une stratégie globale bien plus large que le simple cadre africain, car pour Moscou, il ne s'agit pas uniquement de gagner de l'influence régionale, mais de redéfinir les rapports de force à l'échelle internationale, en s'imposant comme une alternative crédible face aux puissances occidentales, et pour atteindre cet objectif, tous les leviers sont mobilisés, discours politiques, accords militaires, coopérations économiques, présence sécuritaire. Chaque élément étant soigneusement intégré dans une stratégie d'ensemble visant à renforcer l'image d'une Russie partenaire, fiable, et surtout respectueuse de la souveraineté des États africains, un argument particulièrement puissant dans un contexte où de nombreux pays cherchent à s'affranchir des influences historiques jugées trop contraignantes. Et c'est précisément sur ce terrain que la Russie construit son avancée, en adoptant une communication directe, parfois radicale, dénonçant ouvertement ce qu'elle qualifie d'ingérence occidentale, se positionnant comme un acteur qui n'impose pas de conditions politiques, qui ne s'immisce pas dans les choix internes, qui propose des partenariats basés sur des intérêts mutuels, mais derrière cette image soigneusement construite, les enjeux sont bien réels, car chaque accord signé, chaque coopération établie, chaque présence renforcée contribue à étendre son influence, à sécuriser des positions stratégiques, à créer des dépendances nouvelles, et à inscrire durablement sa présence dans des zones clés du continent. Et cette progression ne se limite pas aux relations officielles, elle s'appuie également sur des réseaux d'influence, des relais médiatiques, des stratégies numériques capables de toucher directement les opinions publiques, de diffuser un récit favorable, de renforcer l'image d'une Russie protectrice face à un Occident perçu comme dominant. Et dans cette bataille des perceptions, chaque message compte, chaque image est utilisée. Chaque discours est calibré pour produire un impact, car dans
Cette guerre moderne, convaincre est souvent plus efficace que contraindre, et c'est précisément ce qui rend l'offensive russe si difficile à contrer, car elle ne repose pas uniquement sur la force, mais sur la capacité à s'imposer dans les esprits, à devenir une évidence, une alternative naturelle, un partenaire incontournable, et face à cette montée en puissance, la Paris se retrouve confrontée à un défi majeur. Celui de répondre à une stratégie qui ne suit pas les codes traditionnels, qui contourne les circuits classiques, qui s'adapte rapidement aux évolutions du terrain, et qui exploite chaque faille, chaque tension, chaque mécontentement pour renforcer sa position, transformant progressivement le paysage géopolitique africain en un espace de compétition directe entre puissances, où chaque avancée de l'un se fait au détriment de l'autre, et dans cette dynamique, une réalité s'impose avec force, la Russie n'est plus un acteur secondaire en Afrique. Elle est devenue un concurrent stratégique majeur, capable de remettre en cause des décennies d'influence occidentale, et de redéfinir les règles du jeu dans une confrontation qui, bien que silencieuse, n'en est pas moins décisive pour l'avenir du continent et l'équilibre des puissances mondiales.